Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mercredi 22 mars 2023. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, le respect de l'alternance de pouvoir démocratique est la garantie du développement de Madagascar, a déclaré la représentante de l'Union africaine à Madagascar, Awa Ahmed Youssouf, qui quittera Madagascar prochainement. Elle lance un appel à tous les politiciens pour le respect de ce fondement du statut démocratique. Et elle a également déclaré que l'Union africaine fait confiance dans l'organisation d'élections transparentes et acceptées par tous. La représentante de l'Union africaine est venue rendre une visite d'adieu auprès du président de la République, Ayaflou. Judika El Rajaniri, sur les images de Int Razajaibé. Les nombreuses années que j'ai vécues à Madagascar m'ont permis de bien connaître et d'analyser la situation politique dans le pays, a déclaré la représentante de l'Union africaine, Awa Ahmed Youssouf, venue faire une visite d'adieu au président de la République, Andjrazouene, aujourd'hui à Yavlou. Le pays a fait face à de nombreuses crises, mais force est de constater que la démocratie a beaucoup évolué durant ces 4 dernières années. Une avancée qu'il faut la préserver selon ses explications. De plus, l'Union africaine est convaincue qu'il y aura une élection transparente et acceptée par tout le monde grâce aux efforts du gouvernement. Le pays maintenant, depuis 4 ans, on peut dire, a retrouvé une certaine stabilité politique, qu'il faut continuer dans ce sens et organiser des élections paisibles et acceptées par tous. Donc nous, en tant qu'Union africaine, nous appuierons le peuple malagasy avec le gouvernement malagasy pour que les choses se passent dans la sérénité, dans la cohésion sociale. Et je pense aussi le gouvernement donc, pourra organiser des élections acceptées par tout le monde, par tous les acteurs politiques. Cette représentante de l'Union africaine s'est adressée particulièrement aux politiciens. Elle a déclaré que Madagascar ne devrait pas revenir en arrière et le peuple malagasy, qui vient de subir les crises causées par la Covid-19 ainsi que l'impact économique de la crise mondiale, ne le mérite pas. Les acteurs politiques devront également penser à l'intérêt général du peuple malagasy qui a trop souffert depuis, avec toutes les crises de Covid, la conjoncture internationale, etc. Donc je pense que Madagascar, qui est un très très beau pays, peut aller de l'avant avec une stabilité politique. Madagascar n'a plus aucune raison de revenir en arrière. Voilà, donc je pars rassurée, parce que les autorités nationales m'ont rassurée, qui vont donc donner tous les moyens nécessaires à la CENI pour qu'elle puisse organiser des élections paisibles. Et donc je demanderai aussi à tous les acteurs politiques d'y contribuer à l'apaisement et puis aller de l'avant. Awa Ahmed Youssouf est venue à Madagascar en 2014. Et en tant que représentante de l'Union africaine, elle faisait partie de ceux qui ont participé à la garantie de la transparence des élections en 2018. Dans le cadre de la mise en place d'une décentralisation effective, il est nécessaire de renforcer les capacités et les compétences des collectivités territoriales décentralisées afin qu'elles puissent offrir des services publics de qualité. Ainsi, une formation aura lieu du 22 au 24 mars 2023 au Cénacle d'Aparibé à Antananarivo. Les responsables au sein de 61 communes issues des 13 régions sont ainsi concernés par la formation, à savoir celles issues des régions Betibouk, Bungulav, Diana, Sofia, Analamang, Itaï, Melek, Menabe, Vaknakarach, Alochamangour, Analantirouf et Antinanan. Cette formation abordera les aspects pratiques et les difficultés rencontrées par les communes dans la mise en œuvre de leurs compétences en matière de fiscalité locale, de gestion administrative et gestion du personnel, ainsi que du budget du programme. Ensuite, il est important d'effectuer le suivi du circuit de distribution afin de contrôler le prix du vargas sur le marché. Il a été constaté récemment que le prix du riz produit localement a connu une augmentation excessive. De ce fait, le ministère du Commerce de la Consommation a effectué une visite inopinée pour un contrôle hier à Anousibé et il a été constaté durant cette visite que de nombreux commerçants ne respectent pas ce circuit de distribution et ne disposent pas des documents nécessaires au contrôle et au commerce. Judika El Rajaniri.
Le prix du Varkas sur le marché n'est pas stable. La raison en est le non-respect du circuit de distribution, a affirmé le ministère du Commerce et de la Consommation ce mardi 21 mars lors d'une visite inopinée à Nosy-Be. Il a été constaté que des détaillants s'approvisionnent directement auprès des collecteurs et que les ventes réalisées entre eux se font sans facture, ce qui rend difficile les contrôles des prix, affirme le ministère. Dès lors, une coopération claire s'est établie entre les grossistes et les distributeurs afin de lutter contre la dissimulation des marchandises et pour pouvoir contrôler le prix. Le ministère effectuera également des inspections dans d'autres régions, selon Fanmezatsu Natulchinena Erzu, directeur régional du commerce et de la consommation d'Analamangue. Selon les instructions du ministère du Développement industriel, du commerce et de la consommation, Edgar Azafnjava, afin de prévenir d'éventuels abus, l'inspection par les techniciens du ministère se poursuit. Et en cas de constat d'un prix excessif du riz, les clients peuvent immédiatement appeler le numéro 033 65 812 34 afin que les responsables puissent vérifier et prendre des décisions d'éventuels abus. La commercialisation du Vartins se poursuit dans les épiceries des Fukuntan d'Antananarivo et de ses environs. En effet, 45,5 tonnes de riz ont été déjà distribuées aux 184 épiceries, dans 55 Fuktan en début de semaine. L'approbation du programme des audits a été organisée par la CENI en collaboration avec des techniciens de la société civile ainsi que des représentants des partis politiques et de l'OIF depuis lundi dernier, ont indiqué les techniciens de cette commission électorale. Par conséquent, les résultats des derniers audits devraient être publiés demain jeudi. Le directeur du département informatique de la CENI a confirmé que seuls les techniciens maîtrisant l'aspect technique pouvaient participer à l'audit. Les détails avec Céline Khanirlant. Les politiciens n'ont pu suivre l'audit organisé par la CENI depuis lundi dernier. Il est donc juste qu'ils aient présenté des prétextes pour quitter la salle de réunion. Les techniciens qui maîtrisent les aspects techniques qui ont été présentés par les partis politiques, la société civile et ceux de l'OIF ont participé à cet audit et ce, jusqu'à demain selon les explications. 34 techniciens ont passé l'ordre du jour de l'audit lundi dernier. Ils ont également proposé à l'OIF de faire l'analyse des données après avoir inspecté le logiciel utilisé par la CENI pour le comptage des électeurs. Les résultats de l'analyse seront rendus publics demain jeudi. L'audit effectué par ces techniciens est dans sa deuxième phase, si la CENI a déjà commencé cet audit des logiciels depuis le 26 septembre 2022. La conférence des Nations Unies sur l'eau consacrée à l'examen approfondi à mi-parcours de la réalisation des objectifs de la décennie internationale d'action sur le thème « L'eau pour le développement durable 2018-2028 » a débuté ce jour à New York avec la participation du ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène Fidniavra Vukac. Cette conférence des Nations Unies sur l'eau permettra de procéder à une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du plan de la décennie 2018-2028 pour atteindre l'objectif de développement durable. Madagascar y participe pour partager son savoir-faire et ses expériences, mais surtout pour établir une stratégie afin d'atteindre les objectifs sur l'eau et l'assainissement pour tous d'ici 2030. La cérémonie d'ouverture de cette conférence sur l'eau s'est tenue ce mercredi 22 mars 2023 dans la salle de l'Assemblée générale à New York, suivie de l'ouverture de la plénière. Et 10 camions sont partis hier de la capitale pour rejoindre la région d'Etsimo-Jeffen afin d'y apporter plus de 165 tonnes d'aide aux sinistrés suite au passage du cyclone Freddy. La partie sud de l'île est l'une des plus durement touchées car même 2 semaines après le passage de Freddy, plus de 17 000 ménages sont encore sinistrés. C'est la raison pour laquelle le BNGRC, la présidence de la République et les partenaires apportent cette assistance. Reportage. Dans le cadre des attributions du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes et pour réaliser les instructions données par le président de la République ainsi que le Premier ministre, des aides et secours sont fournis aux sinistrés suite au passage du cyclone Freddy dans la partie sud-ouest de l'île. 10 camions transportant des aides pesant 165,500 tonnes sont partis de la capitale hier pour rejoindre cette région. Ainsi, le gouvernement malagasy, par le biais du BNGRC,
avec l'appui du PAM et le soutien logistique du MDN et du SEG, a décidé de procéder aux réponses humanitaires dans les régions impactées, dont des vivres constitués de 121 tonnes de riz blanc, 31 tonnes de légumineux et 11 238 litres d'huile. Plus de 17 000 ménages répartis dans la région Atsimojefen, notamment le district Murumbe, Tuliara 2, Sakara, Betuka Sud et Impani, et dans la région Anos, dans le district de Bechouk, bénéficieront de ces aides. Et quant à Murumbe et Tuliar particulièrement, qui ont été complètement inondés durant le passage de Freddy, l'eau y est asséchée à 70% en ce moment. Ainsi, afin de solutionner ce problème, l'État a décidé l'envoi de motopompes pour évacuer les eaux restantes, selon toujours les informations. Et en ce qui concerne maintenant les actualités internationales, la grève contre la réforme des retraites se durcit. Dans les raffineries et de nombreuses stations françaises sont à sec pour la première fois depuis le début du conflit, principalement dans le sud-est, où les préfectures ont décidé de contingenter les ventes. France 24. Dans cette station essence de Nîmes, dans le Gard, ils sont des dizaines d'automobilistes à patienter. Dans la ville, près d'une station sur deux est en rupture de stock. La préfecture a donc décidé de limiter les ventes à la pompe à 30 litres par véhicule. Insuffisant pour ce chauffeur-livreur. C'est pas assez pour ma journée de travail pour demain. Donc il faudra que j'en remette sur la route. En espérant qu'il y en a, sinon ça va être compliqué. Je vais pas pouvoir tout livrer. Actuellement, dans plus de 20 départements, principalement dans le sud et à l'ouest, plus d'une station sur 10 manque au moins d'un carburant. Dans certaines raffineries, la tension est montée d'un cran mardi, comme à Fos-sur-Mer, non loin de Marseille. Ici, les manifestants n'ont pas hésité à jeter des projectiles sur les forces de l'ordre qui ont répondu à coups de gaz lacrymogène. On défend juste le retrait de la réforme, c'est tout ce qu'on défend. Ici, le conflit s'est durci après la réquisition de personnel mardi matin par la préfecture pour débloquer le dépôt. Une première depuis le début de la mobilisation qui a provoqué la colère des grévistes. C'est illégal. C'est une façon de s'en prendre au droit de grève. Le gouvernement, avec les conneries qu'il fait depuis des semaines maintenant, il rajoute par-dessus la casse du droit de grève dans le pays. Mais jamais de la vie ça va passer, ça jamais de la vie elle se laissera faire. Dans les dépôts, les stocks s'élèvent à plus de 2 mois, mais les grèves bloquent les livraisons. Selon les professionnels du secteur, les pénuries dépendent aussi du comportement des automobilistes et d'éventuelles ruées à la pompe. En Haïti, environ 530 personnes ont été tuées, dont un grand nombre par des tireurs embusqués et près de 280 enlevés par les gangs qui sévissent impunément dans le pays, a indiqué mardi l'ONU demandant le déploiement d'une force d'appui spécialisée. Toujours les détails avec France 24. Ils fuient la violence, emportant avec eux le strict nécessaire. Voitures calcinées et cadavres jonchent cette rue du quartier de Pétionville, à Port-au-Prince. Autant de témoins de la violence recrudescente des gangs qui sévissent en Haïti. Plus de 300 gangs sont impliqués dans la crise en Haïti. Ils occupent des écoles et des hôpitaux, attendent les enfants à l'extérieur et les kidnappent. Depuis le début de l'année, environ 530 personnes ont été tuées et près de 280 enlevées par les gangs selon l'ONU. À la faveur de la crise humanitaire, les organisations criminelles ne cessent de monter en puissance, notamment depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021. Jeudi, le Premier ministre Ariel Henry mobilise l'armée pour assister la police, largement débordée, et lance un message aux gangs qui défient un État réduit à l'impuissance. Ils doivent entendre raison, ou nous leur ferons entendre raison malgré eux. L'ONU estime qu'à la mi-mars, au moins 160 000 personnes ont dû fuir à l'intérieur du pays. Un quart d'entre elles vivent dans des campements de fortune, avec un accès très limité aux services d'assainissement ou d'eau potable. Et pour clôturer cette édition dans l'est de la RD Congo, plus de 800 000 personnes ont été déplacées dans la province du Nord Kivu en cause le conflit lié au M23 soutenu selon l'ONU par le Rwanda voisin et qui a depuis un an conquis une partie de la province du Nord Kivu. France 24. Le profond, la scène, intacte dans sa mémoire,
À 68 ans, Joe a fui les affrontements entre l'armée congolaise et le M23 pour se réfugier dans ce camp à Boulengo dans le nord Kivu, lorsque 4 hommes ont surgi. C'est arrivé quand je rentrais vers le camp. La journée, je pars près du village à quelques mètres de là pour vendre des légumes et trouver un peu d'argent. C'est là qu'ils sont arrivés en uniforme avec des machettes. Ils m'ont menacé de mort et m'ont violée. Des récits comme celui-ci, il y en a beaucoup dans ce camp qui compte plus de 100 000 déplacés. Cette autre femme est aussi victime d'un viol collectif. Les hommes m'ont détruite alors que je cherchais du bois pour la cuisine. Maintenant, je vais chercher du bois tout proche du camp. Je ne m'éloigne plus. J'ai peur, mais je n'ai pas le choix. Je dois me débrouiller pour survivre avec mon fils. Ces femmes gardent de nombreuses séquelles physiques et psychologiques. Depuis peu, à Boulengo, elles sont de plus en plus nombreuses à venir sous cette tente pour trouver de l'aide. C'est ça l'entrée. Cette clinique traite uniquement les cas de violences sexuelles. À l'abri des regards, les victimes peuvent se confier aux infirmières et recevoir les premiers soins. C'est ça mon plateau technique. Cette infirmière prescrit médicaments et vaccins pour éviter les infections. Dans ce conflit, les viols sont difficiles à chiffrer, mais ici, les consultations se multiplient. Chaque jour, elle reçoit en moyenne 10 femmes. Ouais, elle nous arrive avec des pleurs, beaucoup d'émotions. Alors là, nous les écoutons, on les aide à dire non, ce n'est pas toi qui as voulu que ça soit ainsi. Mais quand elle se calme un peu, elle peut dire encore quelques mots. Depuis l'ouverture de la clinique en février, les infirmières ont écouté et traité plus de 200 femmes victimes de viol. Une situation qui préoccupe les humanitaires qui redoutent un phénomène de masse, car les femmes sont toujours plus nombreuses à fuir les combats dans l'est du pays. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Et dans quelques instants, vous allez suivre la série Dynastie. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une autre fois pour de nouvelles actualités. Au revoir.